Un cheval de race a protégé des chiots abandonnés et a transformé le cœur d'un homme d'affaires froid. Dans la luxueuse écurie, le majestueux Andalou a accueilli 3 petits chiens, défiant son maître. Entre tempête et dépassement, l'homme et l'animal ont découvert le vrai sens de la compassion. Préparez-vous à être profondément ému par cette incroyable aventure de rédemption. Laissez un like et commentez d'où vous regardez. Le vent coupait comme une lame ce soir de mars, lorsque les hennissements de tonnerre ont déchiré le silence du domaine des cyprès. Ce n'étaient pas des hennissements ordinaires, de ceux qui annoncent la faim ou la soif. C'étaient des cris urgents, chargés d'une angoisse qui faisait vibrer l'air lui-même de tension. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire dans cette écurie où le luxe et la froideur régnaient en maîtres absolus, et cela changerait à jamais le destin de toutes les personnes impliquées. Antoine Dubois n'aurait jamais imaginé que sa vie méticuleusement planifiée serait bouleversée par 3 petites créatures tremblantes et boueuses. À 45 ans, il avait bâti un empire commercial avec la même précision chirurgicale qu'il appliquait à chaque aspect de son existence. Le domaine des cyprès, avec ses 500 hectares de pâturage verdoyant et ses installations qui rivalisaient avec les meilleurs haras européens, était le symbole ultime de sa réussite. Là, entre des boxes climatisées et des pistes d'entraînement impeccables, Tonnerre régnait en maître absolu comme le joyau le plus précieux de sa collection. L'Andalou noir était plus qu'un cheval de compétition. Avec sa crinière qui ondulait comme de la soie liquide au vent et ses muscles qui se contractaient et se relâchaient dans une symphonie de puissance contrôlée, il représentait tout ce qu'Antoine valorisait. Perfection, discipline et résultats mesurables. Chaque mouvement de l'animal avait été soigneusement cultivé au fil d'années d'entraînement rigoureux. Chaque victoire remportée était un trophée de plus sur l'étagère déjà bondée du bureau principal du domaine. Mais ce soir de mars, lorsque la pluie tombait comme des rideaux lourds sur la vallée, quelque chose a changé. Le contremaître Michel Bernard, homme de peu de mots et de grande sagesse accumulée au cours de ses 60 ans de vie, a trouvé 3 chiots abandonnés près du portail principal. C'étaient de misérables créatures, âgées de quelques jours, la fourrure emmêlée de boue et les petits corps tremblant violemment sous le fouet de la tempête. N'importe qui avec un minimum de compassion aurait été ému par la scène, mais Michel connaissait bien son patron. Antoine Dubois ne tolérait pas le gaspillage, et les animaux sans pédigré ou fonction spécifique étaient exactement cela, à ses yeux pragmatiques du monde. La réponse fut sèche et définitive lorsque Michel rapporta la trouvaille via l'interphone de la maison principale. « Débarrassez-vous d'eux », fut tout qu'Antoine dit avant de couper la communication. Le contremaître soupira profondément, regardant les 3 petites créatures qui se blottissaient les unes contre les autres, à la recherche de chaleur. Il y avait quelque chose de profondément mal à abandonner des créatures si impuissantes à leur sort. Mais les ordres étaient les ordres, et il avait besoin de cet emploi. C'est alors qu'il préparait une boîte en carton pour transporter les chiots loin de la propriété que Tonnerre commença sa symphonie de protestation. Le cheval, toujours si discipliné et contenu, se transforma en une force de la nature. Ses sabots martelaient la porte du box avec une urgence que Michel n'avait jamais vue. Les hennissements résonnaient dans l'écurie vide, réverbérant sur les murs de bois nobles comme si le bâtiment lui-même était vivant et implorait miséricorde. Michel s'approcha prudemment, connaissant les dangers d'un animal de 500 kilos en état d'agitation. Mais ce qu'il vit lorsqu'il s'approcha du box de Tonnerre le laissa paralysé de stupeur. Le cheval avait réussi, on ne sait comment, à ouvrir le verrou de sa porte. Ce n'était pas un simple verrou, de ceux que n'importe quel animal intelligent pourrait manipuler. C'était un système de sécurité importé, conçu spécifiquement pour contenir les animaux de grande taille. Et là se tenait Tonnerre, majestueusement arrêté dans le couloir, bloquant le chemin de Michel avec son corps immense. Les yeux de l'Andalou, normalement sereins comme des lacs profonds, brûlaient d'une détermination presque humaine. Michel, déglutit, la boîte contenant les chiots pesant dans ses bras comme du plomb. Il essaya de contourner l'animal, mais Tonnerre se déplaça avec la grâce d'un danseur, se maintenant toujours entre le contremaître et la sortie. C'était une impasse silencieuse, une bataille de volonté entre l'homme et l'animal qui s'étendit de longues minutes
sous le martèlement incessant de la pluie sur le toit. C'est alors que l'un des chiots, le plus petit d'entre eux, laissa échapper un faible gémissement. Le son, presque inaudible au milieu de la tempête, provoqua une réaction immédiate chez Tonnerre. Le cheval baissa la tête, ses narines se dilatant tandis qu'il reniflait la boîte. Michel, dans une impulsion qu'il ne saurait expliquer par la suite, s'abaissa lentement et posa la boîte par terre. Tonnerre s'approcha avec une infinie prudence, comme conscient de sa force démesurée face à ses vies fragiles. Ce qui se produisit ensuite resterait à jamais gravé dans la mémoire du vieux contremaître. Tonnerre, avec une délicatesse qui contredisait sa taille, toucha chaque chiot avec son museau. Puis, avec des mouvements précis, il commença à les pousser doucement vers son box. Les petits chiens, encore aveugles et désorientés, suivirent la chaleur et l'odeur du grand animal, se traînant péniblement sur le sol de béton poli. Michel observa, hypnotisé, tandis que Tonnerre créait un nid improvisé dans le coin le plus protégé de son box. Utilisant son museau et ses pattes avant, le cheval rassembla tout le foin disponible, formant un lit doux et chaud. Puis, avec un soin maternel, il se coucha de manière à créer une barrière protectrice autour des chiots. Les petits corps se blottirent immédiatement contre la fourrure chaude du cheval, leur tremblement diminuant progressivement à mesure que la chaleur les enveloppait. La scène était si surréaliste, si contraire à tout ce que Michel connaissait sur le comportement, qu'il resta immobile de longues minutes, incapable de réaliser ce dont il était témoin. Les chevaux n'adoptèrent pas de chiots d'autres espèces. C'était contre nature, impossible selon tous les manuels de vétérinaires qu'il avait feuilletés. Et pourtant, là se tenait Tonnerre, le fier champion d'innombrables compétitions, transformé en mère adoptive de 3 chiots sans pédigré abandonné. Le dilemme qui se présentait était complexe. Michel savait qu'il devait informer Antoine immédiatement, mais il savait aussi quelle serait la réaction de son patron. Les chiots seraient retirés de force, Tonnerre s'agiterait, et tout le programme de préparation pour le concours régional, prévu dans 3 mois, tomberait à l'eau. D'un autre côté, cacher la situation était impossible. Antoine tenait à superviser personnellement les progrès de Tonnerre, apparaissant à l'écurie au moins 3 fois par semaine. La décision fut prise par lui lorsqu'il vit l'un des chiots, dans ses mouvements maladroits de nouveau-né, se blottir encore plus près de la poitrine de Tonnerre. Le cheval répondit par un hennissement doux, presque un murmure, tout en ajustant sa position pour mieux accueillir ses protégés. Michel décida qu'il informerait Antoine le matin. Une nuit ne ferait pas de différence, raisonna-t-il. Juste, une nuit pour que ces petites créatures aient une chance de survivre à la tempête. L'aube arriva, peignant le ciel de tons roses et dorés, la tempête s'étant dissipée pendant la nuit. Michel, qui avait dormi dans l'écurie pour surveiller la situation, se réveilla au son de pas fermes dans le couloir. Antoine Dubois, impeccablement vêtu même à cette heure matinale, marchait en direction du box de Tonnerre, tablette en main, vérifiant probablement les données de performance de l'animal lors des derniers entraînements. Le contremaître se leva précipitamment, essayant d'intercepter le patron avant qu'il ne découvre la scène par lui-même. « Monsieur Dubois » commença-t-il. Mais Antoine s'était déjà arrêté devant le box, son visage un masque d'incrédulité. Pendant de longues secondes, l'homme d'affaires resta immobile, traitant l'image devant lui. Tonnerre, son précieux investissement, de millions, partageait son espace avec 3 chiots sans race définie. Michel se prépara à l'explosion de fureur qui ne manquerait pas de venir. Il connaissait bien le tempérament d'Antoine lorsqu'il était contrarié. Mais ce qui suivit le surprit encore plus que les événements de la nuit précédente. Antoine resta silencieux, ses yeux parcourant la scène avec une expression indéchiffrable. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait une neutralité forcée qui ne trompait personne. « Depuis combien de temps sont-ils ici ?» demanda-t-il, sans détourner le regard de Tonnerre. Michel raconta les événements de la nuit précédente, y compris le comportement extraordinaire du cheval. Antoine écouta sans interrompre, sa mâchoire tendue étant le seul signe de son agitation intérieure. Lorsque le contremaître eut terminé, un autre long silence s'installa, brisé seulement par le son doux de la respiration de Tonnerre et les petits bruits des chiots bougeant dans leur sommeil.
C'est temporaire, déclara enfin Antoine. Jusqu'à ce que la tempête soit complètement passée et que nous puissions leur trouver une destination appropriée. Nous ne pouvons pas risquer de perturber Tonnerre avant le concours. Michel acquiesça, reconnaissant la concession, inattendue. Mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Antoine, un éclat que le contremaître n'avait pas vu depuis des années, qui suggérait que cette histoire était loin d'être terminée. Les jours suivants apportèrent une routine, particulière au domaine des cyprès. Antoine, qui normalement déléguait tous les aspects des soins quotidiens de Tonnerre, commença à apparaître à l'écurie à des heures inhabituelles. Toujours avec une excuse prête, bien sûr. Il avait besoin de vérifier la température du box, d'évaluer la qualité du foin, de vérifier les niveaux d'hydratation de l'animal. Michel observait avec un sourire discret, tandis que le patron, feignant le désintérêt, finissait toujours par s'arrêter pour observer l'interaction entre Tonnerre et les chiots. Les petits chiens grandissaient rapidement sous les soins improbables de leur gardien équin. Tonnerre démontrait une patience infinie avec leurs espiègleries croissantes. Lorsqu'ils commencèrent à ouvrir les yeux et à explorer le box avec des pas chancelants, le cheval les observait attentivement, utilisant occasionnellement son museau pour les rediriger gentiment lorsqu'il s'aventurait trop loin. Il était fascinant d'observer comment l'animal avait complètement ajusté sa routine pour accueillir ses petits dépendants. Sophie Leclerc entra dans cette histoire par une matinée ensoleillée d'avril, lorsque les marronniers en fleurs qui bordaient l'entrée du domaine étaient en pleine floraison. Vétérinaire spécialisée en équins, elle avait été appelée pour effectuer le bilan de santé mensuel de Tonnerre. Antoine l'a reçue personnellement, chose rare étant donné qu'il laissait normalement de telles interactions à Michel. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de trouver l'Andalou primé partageant son espace avec 3 chiots espiègles. « Incroyable !» s'exclama-t-elle, sa voix chargée d'une stupéfaction sincère. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. » Antoine, préparé à défendre la situation temporaire, fut désarmé par la réaction de pur émerveillement de la vétérinaire. Sophie s'approcha du box avec la prudence de qui entre en territoire sacré, ses yeux professionnels évaluant la dynamique unique devant elle. Tonnerre la salua d'un hennissement doux, la reconnaissant clairement des visites précédentes. Mais, lorsqu'elle fit mine d'entrer dans le box, le cheval se positionna protectivement entre elle et les chiots. Ce n'était pas une menace, juste un avertissement clair que toute approche devait être faite avec sa permission. Sophie sourit, reconnaissant et respectant l'instinct protecteur de l'animal. « Ils semblent en bonne santé », observa-t-elle après un examen visuel attentif. « Mais ils auront bientôt besoin de vaccins. Et bien sûr, Tonnerre aura besoin d'ajustements. Dans son régime pour compenser le stress supplémentaire de... » Elle marqua une pause, cherchant le mot juste, de la paternité adoptive. Antoine acquiesça, essayant de garder une expression professionnelle tandis qu'il discutait des détails médicaux. Mais Sophie remarqua comment ses yeux continuaient de dévier vers les chiots, en particulier vers le plus petit d'entre eux, qui s'était aventuré jusqu'à la grille du box et observait les humains avec une curiosité enfantine. Ce fut pendant cette visite qu'eut lieu le premier tournant subtil de l'histoire. Sophie, en examinant Tonnerre, commenta négligemment comment certains des meilleurs chevaux de compétition qu'elle avait connus avaient des compagnons inhabituels. « J'ai connu un pur-sang anglais qui ne performait pas sans sa poule de compagnie. À proximité, dit-elle en vérifiant les sabots de l'Andalou. Et une jument arabe qui avait adopté un agneau orphelin. Parfois, ces liens inexplicables font ressortir le meilleur chez les animaux. » Antoine absorba l'information en silence, mais quelque chose changea dans son attitude. Lorsque Sophie eut terminé l'examen et préparé ses notes, il posa une question qui le surprit autant qu'elle. Hypothétiquement parlant, combien de temps des chiots de cet âge auraient-ils besoin de soins spéciaux avant de pouvoir être relocalisés? Sophie l'étudia un instant avant de répondre. Eh bien, hypothétiquement, des chiots de cet âge ont besoin d'au moins 8 semaines de soins constants avant tout changement significatif. Des séparations brusques peuvent causer des traumatismes durables. La graine était plantée. Antoine, maître des stratégies à long terme dans les affaires, commença inconsciemment à appliquer la même pensée à la situation dans son écurie.
8 semaines l'amèneraient dangereusement près du concours régional. Mais peut-être, juste peut-être, était-il possible de gérer la situation de manière à minimiser les perturbations. C'était un défi logistique, le genre de problème qu'il était habitué à résoudre. Le fait de ressentir une étrange réticence à même envisager la séparation était quelque chose qu'il ignorait fermement. Sophie devint une visiteuse régulière dans les semaines suivantes. Officiellement, elle surveillait la santé de Tonnerre pendant cette période inhabituelle. Officieusement, elle et Antoine développèrent une routine de petit déjeuner sur le perron donnant sur les pâturages, où ils conversaient de tout, des techniques d'entraînement équins jusqu'à, étonnamment, leurs expériences personnelles. Ce fut pendant une de ces matinées, avec la brume dansant encore sur les champs, que Sophie partagea l'histoire qui changerait la perspective d'Antoine. « J'ai grandi dans un domaine très similaire à celui-ci », commença-t-elle, ses yeux perdus dans les souvenirs. « Mon père était comme vous, focalisé sur le succès, le profit, l'efficacité, jusqu'au jour où mon frère cadet ramena à la maison un chien renversé par une voiture. Papa fut catégorique, nous n'aurions pas d'animaux inutiles. Mais Bernard, avec ses 8 ans, se planta devant la porte de la maison, le chien dans les bras, et dit que si l'animal partait, il partirait aussi. Antoine écouta en silence, quelque chose résonnant profondément avec l'histoire. Sophie continua. Papa céda à contre-cœur, mais ce chien, que nous baptisâmes Espérance, finit par sauver notre domaine. Par une nuit d'hiver, il commença à aboyer désespérément. Nous découvrîmes qu'un court-circuit avait déclenché un incendie dans la grange. Sans Espérance, nous aurions perdu toute la récolte. Elle marqua une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Antoine. Parfois, ce qui semble inutile est exactement ce dont nous avons besoin. Nous ne le savons juste pas encore. Le deuxième tournant significatif eut lieu par un après-midi chaud d'avril. Antoine avait annulé une importante visioconférence pour superviser personnellement le premier bain des chiots. Michel avait préparé une bassine d'eau tiède dans la cour ensoleillée, mais personne n'avait anticipé la réaction de Tonnerre. Lorsqu'ils essayèrent de sortir les chiots du box, le cheval devint extrêmement agité, hennissant et frappant des sabots avec une force croissante. La situation dégénéra rapidement. Tonnerre, dans son anxiété, finit par défoncer la porte du box dans sa tentative de suivre les chiots. Le fracas résonna dans toute l'écurie, effrayant les autres chevaux et créant un pandémonium généralisé. Ce ne fut que lorsqu'Antoine, dans une impulsion, suggéra qu'ils emmènent Tonnerre avec eux que la situation se calma. L'image du majestueux Andalou supervisant le bain de ses protégés, baissant occasionnellement la tête pour vérifier s'ils allaient bien, devint légendaire parmi les employés du domaine. Le plus petit des chiots, celui qui depuis le début avait démontré un lien spécial avec Tonnerre, se révéla le plus fragile du trio. Lors d'un contrôle de routine, Sophie découvrit qu'il avait un souffle au cœur. « Ce n'est pas nécessairement fatal », expliqua-t-elle à un Antoine visiblement ébranlé. « Mais il aura besoin de soins spéciaux et de médicaments réguliers. » Le coût n'était pas le problème. Antoine avait des ressources à revendre. Le problème était l'implication émotionnelle qu'il luttait pour nier. Ce fut Michel qui, percevant la lutte interne de son patron, suggéra un nom pour le chiot. « Gardien », dit-il simplement. Parce que même s'il est le plus petit, c'est lui qui garde le cœur de Tonnerre. Antoine ne dit rien, mais cette nuit-là, lorsqu'il pensait être seul, Michel le vit chuchoter le nom tout en administrant soigneusement la médication au chiot. Le deuxième grand obstacle surgit avec l'arrivée de Klaus Zimmermann, le célèbre entraîneur allemand qu'Antoine avait engagé des mois auparavant pour préparer Tonnerre au concours. Klaus était une légende dans le monde équestre, connu pour ses méthodes rigoureuses et ses résultats impeccables. Il était aussi complètement inflexible dans ses méthodologies. Lorsqu'il vit les chiens dans le box de Tonnerre, sa réaction fut immédiate et catégorique. « C'est inacceptable », déclara-t-il dans son anglais fortement accentué. « Un cheval de compétition a besoin d'une concentration totale, d'une discipline absolue. Ces animaux sont une distraction que nous ne pouvons pas nous permettre. » Antoine, habitué à être celui qui donnait les ordres, se retrouva dans une position inhabituelle de devoir négocier. « Klaus,
Nous devons considérer le bien-être psychologique de Tonnerre. Il a formé un lien. Klaus cracha pratiquement le mot. Les chevaux ne forment pas de lien avec les chiens. C'est de l'anthropomorphisme, une projection humaine. En 40 ans d'entraînement de champion, je n'ai jamais vu une telle stupidité. Soit les chiens partent, soit je pars. L'ultimatum était lancé. Antoine avait investi une petite fortune pour faire venir Klaus de l'autre bout du monde. La réputation de l'homme était impeccable, ses méthodes éprouvées. La décision aurait dû être simple. Sophie était présente lors de cette confrontation, étant arrivée pour une visite de routine. Elle observa le conflit chez Antoine, la bataille entre l'homme, d'affaires pragmatiques et quelque chose de nouveau qui émergeait. Ce fut lorsque Gardien, le petit chiot avec un souffle au cœur, chancela jusqu'à la grille du box et laissa échapper un aboiement faible mais déterminé, comme s'il défendait son droit d'être là, que quelque chose changea définitivement dans l'expression d'Antoine. « Monsieur Zimmermann, dit-il avec un calme que Sophie reconnut comme dangereux, je vous remercie pour vos services jusqu'à présent. Votre assistante prendra contact pour les détails du paiement et votre vol de retour. » Klaus devint livide. « Vous commettez une terrible erreur. Sans moi, Tonnerre n'a aucune chance au concours. » Antoine s'accorda un petit sourire. « Peut-être, mais certaines choses sont plus importantes que les victoires. » Après le départ houleux de Klaus, Antoine se retrouva face à un dilemme pratique. Le concours approchait, et il venait de se séparer de l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce fut Sophie qui, hésitante, fit une suggestion. « Je connais quelqu'un. Elle n'est pas célèbre comme Klaus, mais elle a une approche différente. Isabelle Martin. Elle travaille avec l'équithérapie, mais elle prépare aussi des chevaux pour des concours locaux. Sa méthodologie est basée sur le partenariat, pas la domination. » Le troisième tournant vint avec l'arrivée d'Isabelle. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris attachés en un chignon pratique et aux yeux qui semblaient voir à travers les gens, elle étudia la situation unique dans l'écurie avec un intérêt sincère. « Fascinant !» fut son premier commentaire en observant Tonnerre avec les chiots. « J'ai déjà vu des liens interspécifiques, mais ceci est spécial. » Isabelle proposa quelque chose de révolutionnaire. Intégrer les chiots spécialement. Gardien, au régime d'entraînement. Tonnerre est plus calme quand ils sont prêts? Alors utilisons cela à notre avantage. Nous pouvons créer un protocole où Gardien accompagne certains exercices, non pas comme distraction, mais comme ancre. Émotionnel, Klaus aurait eu une attaque d'apoplexie avec cette suggestion. Mais Antoine, influencé par des semaines d'observation et par les conversations avec Sophie, décida de risquer. Le nouveau régime d'entraînement était différent de tout ce que le domaine des cyprès avait jamais vu. Gardien, portant un petit collier coloré pour être facilement identifiable, accompagnait Tonnerre pendant les échauffements. Les deux autres chiots observaient depuis une zone sécurisée leur présence, apportant un confort supplémentaire au cheval. À la surprise de tous, sauf peut-être d'Isabelle, la performance de Tonnerre s'améliora significativement. « Le cheval est heureux », expliqua Isabelle un après-midi tandis qu'ils observaient Tonnerre exécuter une série parfaite de mouvements. « Et un animal heureux performe mieux qu'un animal stressé, peu importe à quel point il est bien entraîné. C'est de la biologie de base, quelque chose que beaucoup d'entraîneurs traditionnels oublient dans leur quête de perfection technique. » Antoine absorbait chaque mot, sa perspective sur l'entraînement et peut-être sur la vie, changeant graduellement. Ce fut pendant cette période de transformation que la relation entre Antoine et Sophie s'approfondit de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme des conversations professionnelles sur la santé de Tonnerre évolua vers des petits déjeuners prolongés, des promenades dans les champs au crépuscule et des dîners occasionnels sur la véranda de la maison principale. Sophie avait le don de le faire rire, chose qu'Antoine ne se souvenait pas avoir faite sincèrement depuis des années. Le premier moment crucial d'approche romantique survint une nuit où Gardien eut une crise liée à son problème cardiaque. Sophie arriva rapidement après l'appel désespéré d'Antoine, le trouvant dans le box, tenant le petit chiot, tandis que Tonnerre observait anxieusement. Ensemble, ils travaillèrent pendant des heures pour stabiliser le petit chien, leurs mains se touchant occasionnellement tandis qu'ils partageaient les soins.
Lorsque finalement Gardien fut hors de danger, dormant paisiblement blotti contre Tonnerre, Antoine et Sophie se retrouvèrent assis côte à côte dans le foin, épuisés mais soulagés. « Je ne pouvais pas le perdre », confessa Antoine, sa voix rauque d'émotion. « Ce petit, il a tout changé. » Sophie prit sa main, un geste simple mais lourd de sens. « Ce n'est pas lui qui a tout changé, Antoine. Il a juste révélé qui vous avez toujours été sous toute cette armure. » Le deuxième moment significatif vint lorsque Sophie offrit à Antoine un vieux livre sur la connexion entre les humains et les animaux. « Il a appartenu à mon grand-père », expliqua-t-elle. « Il disait toujours que les animaux sont des miroirs de notre âme. Si nous le permettons, ils nous montrent qui nous sommes vraiment. » Antoine garda le livre comme un trésor, le lisant les nuits calmes tandis qu'il observait Tonnerre et ses protégés. Le quatrième tournant survint lorsqu'une forte tempête de mai causa des dégâts importants dans la région. La rivière qui traversait la propriété, normalement un mince filet d'eau paisible, se transforma en une torrente furieuse. Les eaux montèrent rapidement, menaçant les installations les plus basses du domaine. Antoine coordonna personnellement les efforts d'évacuation, déplaçant chevaux et équipements vers des terrains plus élevés. Ce fut au milieu du chaos qu'ils réalisèrent. Gardien avait disparu. Le petit chiot, curieux comme toujours, avait dû s'aventurer dehors pendant la confusion. Tonnerre était inconsolable, hennissant désespérément et essayant de sortir de son confinement temporaire. Sophie et Michel cherchaient frénétiquement. Mais ce fut Antoine qui, guidé par les hennissements de Tonnerre, réalisa où le chiot pouvait se trouver. L'ancienne écurie, une structure qu'il prévoyait de démolir, se trouvait dans la partie la plus basse de la propriété. Antoine courut vers là, ignorant les cris d'avertissement de Michel sur le danger. Il trouva Gardien piégé sous des poutres tombées, l'eau montant rapidement autour de lui. Sans hésitation, Antoine entra dans la structure inondée, luttant contre le courant et les débris. Le moment de plus grande tension survint lorsque, après avoir réussi à libérer Gardien, Antoine réalisa que la sortie était bloquée. L'eau montait inexorablement, et le chiot, déjà faible à cause de son problème cardiaque, parvenait à peine à garder la tête hors de l'eau. Antoine le serra contre sa poitrine, cherchant désespérément une route de fuite tandis que la structure gémissait menaçante autour d'eux. C'est alors que l'impossible se produisit. Tonnerre, ayant brisé son enclos temporaire avec une force surhumaine ou suréquine, apparut à l'entrée détruite de l'écurie. Le cheval, affrontant ses propres instincts de préservation, entra dans l'eau turbulente. Avec une intelligence impressionnante, il utilisa son corps massif pour créer une barrière contre le courant, permettant à Antoine, portant toujours, Gardien, de trouver le chemin vers la sécurité. Le sauvetage dramatique eut des témoins. Michel, Sophie et plusieurs employés observèrent stupéfaits, tandis que le cheval et l'homme travaillaient en parfaite synchronie pour sauver le petit chiot. Lorsqu'ils atteignirent enfin un terrain sûr, Antoine tomba à genoux, serrant toujours Gardien contre sa poitrine, tandis que Tonnerre les encerclait protectivement. Ce fut un moment de vérité brute, où tous les masques tombèrent et le vrai Antoine émergea. Sophie fut la première à les atteindre, enveloppant l'homme et le chiot dans son étreinte. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Antoine, chose qu'aucun de ses employés n'avait jamais vue. « J'ai failli le perdre », répétait-il, sa voix brisée. « J'ai failli perdre mon petit Gardien. » Sophie tint son visage entre ses mains, le forçant à le regarder. « Mais vous ne l'avez pas perdu. Vous avez tout risqué pour le sauver. Ça, c'est de l'amour, Antoine. Pur et simple amour. » La récupération de Gardien fut lente mais constante. Le petit chiot montra une résilience qui surprit même Sophie. Pendant les jours qu'il passa sous soins intensifs, Tonnerre refusa de s'éloigner de la zone de l'écurie où le petit chien était traité. Antoine installa un bureau improvisé juste là, gérant ses affaires tout en surveillant la récupération. Ce fut pendant cette période qu'eut lieu le troisième moment romantique significatif. Par une nuit particulièrement difficile, lorsque Gardien eut une rechute, Sophie resta aux côtés d'Antoine pendant toute la veille. Vers 3 heures du matin, épuisés et émotionnellement drainés, ils se retrouvèrent appuyés l'un contre l'autre, observant le lever de la lune à travers la fenêtre de l'écurie. « Je ne sais pas comment te remercier », murmura Antoine.
Sophie se tourna pour le regarder, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu n'as pas à remercier. Je suis là parce que je veux l'être, parce que... Elle hésita, puis continua avec courage. Parce que je tiens à toi, à vous tous. Le baiser qui suivit fut doux, hésitant, comme s'ils avaient tous deux peur de briser le moment. Mais ce fut aussi une promesse, une reconnaissance que quelque chose de profond avait grandi entre eux. Le 5e tournant vint avec une proposition inattendue. Christophe Durand, un riche homme d'affaires rival d'Antoine, apparut au domaine avec une offre. Il avait entendu parler de Tonnerre et de sa performance impressionnante lors des entraînements récents. Il offrit une somme astronomique pour le cheval, assez pour acheter 3 animaux champions. « C'est une bonne affaire », insista Durand. « Avec cet argent, vous pouvez acheter des champions éprouvés, sans les complications actuelles. » L'Antoine d'il y a 6 mois aurait sérieusement considéré l'offre. Il aurait calculé les pour et les contre, analysé le retour sur investissement. Mais l'homme qui se tenait, maintenant devant Durand, était différent. « Tonnerre n'est pas à vendre », répondit-il simplement. Durand insista, augmentant l'offre. Antoine resta ferme. « Certaines choses, monsieur Durand, n'ont pas de prix. La famille en est une. » Après le départ de Durand, Antoine retrouva Sophie dans le jardin de roses qu'elle avait commencé à cultiver près de la maison. Elle l'observa s'approcher, remarquant la nouvelle légèreté dans ses pas. Il a refusé l'offre. Elle n'eut pas besoin de demander pour le savoir. Antoine s'assit à ses côtés sur le banc de bois, le parfum des roses les enveloppant. « Tu sais, il y a quelques mois, j'aurais accepté sans sourciller. Qu'est-ce qui a changé ?» Antoine considéra la question, observant Tonnerre dans le pâturage. Lointain, avec les 3 chiens maintenant adultes, jouant autour de lui. « J'ai changé. Ou plutôt, je me suis retrouvé. J'ai passé tellement de temps à construire des murs, me focalisant uniquement sur le succès matériel, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Tonnerre et les chiots, spécialement gardiens, m'ont appris l'amour inconditionnel. Tu m'as appris le vrai partenariat. Michel m'a montré la sagesse dans la simplicité. J'avais tout, mais je n'avais rien. Maintenant, finalement, j'ai ce qui compte. » Le 4e moment romantique crucial survint lorsque Sophie partagea sa propre vulnérabilité. Par un après-midi tranquille, tandis qu'il préparait les animaux pour l'entraînement, elle révéla pourquoi elle avait déménagé dans la région. « J'ai fui », confessa-t-elle, « d'une relation qui me rabaissait, d'une vie qui n'était pas la mienne. Je suis venue ici pour me reconstruire, pièce par pièce. » Antoine écouta en silence, sa main rencontrant la sienne, en soutien silencieux. « J'ai dit, peur, continua-t-elle, de me perdre à nouveau en quelqu'un, de cesser d'être moi-même par amour. » Antoine serra sa main gentiment. « Je ne veux pas une Sophie différente. Je veux la femme forte, indépendante et compatissante qui a transformé ma vie. Je veux être ton partenaire, pas ton maître. Nous apprenons ensemble, nous grandissons ensemble, mais toujours comme des individus complets. » Ce fut une promesse et une déclaration solidifiant les fondations de leur relation. Le 6e tournant survint à seulement 2 semaines du concours. Lors d'un entraînement de routine, Tonnerre subit une blessure au tendon. « Ce n'était pas grave », assura Sophie. « Après l'examen, mais il aurait besoin de repos absolu pendant au moins 10 jours. » Cela signifiait qu'il n'aurait que quelques jours pour la préparation finale avant le concours. Isabelle fut honnête dans son évaluation. Les chances de victoire avaient diminué drastiquement. Antoine surprit tout le monde par sa réaction. Au lieu de frustration ou de déception, il ne démontra que de l'inquiétude pour le bien-être de Tonnerre. « Sa santé est plus importante que n'importe quel trophée », déclara-t-il. « Si nous ne sommes pas prêts, nous ne concourrons pas. » Ce fut Michel qui suggéra une approche alternative. Pendant les années où il avait travaillé dans d'autres domaines, il avait vu des chevaux se rétablir plus rapidement lorsqu'ils étaient maintenus en compagnie réconfortante. Ainsi commença un régime de récupération unique. Gardien devint l'infirmier officiel de Tonnerre, passant des heures allongées aux côtés du cheval pendant qu'il se reposait. Les 2 autres chiens contribuaient également, créant une atmosphère de calme et de soutien qui semblait accélérer la guérison. Sophie surveillait les progrès quotidiennement,
et émerveillé par le pouvoir curatif de la connexion émotionnelle. Ce fut pendant cette période de récupération forcée qu'Antoine fit une découverte sur lui-même. Un matin, il se trouva sincèrement heureux juste en observant ces animaux interagir pacifiquement. Il n'y avait pas de feuille de calcul à analyser, d'appel à prendre, d'affaires à conclure. Juste le moment présent, riche dans sa simplicité. L'ambition qu'il avait dirigée pendant des décennies était toujours là, mais tempérée maintenant par quelque chose de plus profond. Sophie le trouva dans cette contemplation, s'asseyant, silencieusement à ses côtés. Après un moment, elle parla doucement. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde maintenant? Je vois un homme complet. Pas parfait, mais complet. » Antoine sourit, un sourire sincère qui transformait ses traits. C'est étrange. J'ai passé toute ma vie à courir après la perfection, juste pour découvrir ce dont j'avais vraiment besoin était de la complétude. Le 7e tournant vint avec la récupération miraculeuse de Tonnerre. À seulement 3 jours du concours, le cheval se montrait complètement guéri, son pas ferme et confiant. Isabelle attribua la récupération rapide à l'environnement de soutien émotionnel, mais aussi au fait que Tonnerre avait quelque chose, pourquoi se battre au-delà de lui-même. Il veut concourir, observa-t-elle. Non pas pour la victoire, mais pour montrer de quoi sa famille est capable. Les préparatifs finaux furent intenses mais joyeux. Tout le domaine se mobilisa, des travailleurs les plus humbles aux fournisseurs et amis. La transformation d'Antoine avait touché de nombreuses vies et tous voulaient contribuer à ce moment. Gardien reçut un petit uniforme assorti aux couleurs de compétition de Tonnerre, son rôle de mascotte officielle étant maintenant reconnu par tous. La veille du concours, Antoine organisa un dîner pour toutes les personnes impliquées dans l'aventure. Sous les étoiles, avec une table dressée dans le jardin et de délicates lumières suspendues entre les arbres, il fit un discours qui resterait gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Il y a 6 mois, je mesurais le succès en chiffres, victoires, profits. Aujourd'hui, en regardant vous tous, Tonnerre et nos 3 petits miracles, je comprends que le vrai succès réside dans les connexions que nous établissons, dans l'amour que nous partageons, dans la différence que nous faisons dans la vie les uns des autres. Le 5e et plus significatif moment romantique survint après le dîner. Antoine et Sophie marchaient dans les champs éclairés par la lune lorsqu'il s'arrêta brusquement. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il, sortant de sa poche une petite boîte. Dedans, il n'y avait pas une bague, mais une clé. Sophie regarda, confuse jusqu'à ce qu'Antoine explique. « C'est la clé de la nouvelle clinique vétérinaire que je construis sur la propriété. Ton rêve d'avoir un centre de réhabilitation pour animaux blessés ou abandonnés. Si tu veux, bien sûr. Si tu veux construire ce rêve avec moi. » Sophie resta sans voix, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu as fait ça pour moi ?» Antoine hocha la tête. « Je l'ai fait pour nous. Pour tous les animaux qui ont besoin de ce que Tonnerre a donné aux chiots, une chance. Pour tous les hommes d'affaires froids qui ont besoin de ce que tu m'as donné, un cœur. C'est ma façon de garantir que notre histoire continue de se répéter sous différentes formes. Pendant de nombreuses années, le baiser qui scella ce moment fut différent des précédents, chargé de promesses futures et d'engagements mutuels. Le jour du concours se leva clair et lumineux. La délégation du domaine des cyprès était inhabituelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Outre l'équipe standard, 3 chiens portant des gilets officiels accompagnaient le groupe. Gardien, en particulier, se comportait avec une dignité qui rendait justice à son nom. Les autres équipes observaient avec un mélange d'amusement et de scepticisme cette entrée non conventionnelle. Klaus Zimmermann était présent, préparant un autre compétiteur. Son dédain était palpable lorsqu'il croisa Antoine. « Vous avez gâché une victoire certaine par sentimentalité bon marché », commenta-t-il acidement. Antoine, l'ancien Antoine, aurait répondu avec autant de venin. Au lieu de cela, il se contenta de sourire. « Peut-être, Klaus, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. » L'entraîneur allemand s'éloigna en soufflant, incapable de comprendre la transformation dont il était témoin. La performance de Tonnerre fut précédée d'un moment de tension. Quelques minutes avant d'entrer dans l'arène, Gardien eut un
Petit épisode lié à son problème cardiaque. Sophie agit rapidement, le stabilisant. Mais l'incident ébranla Antoine. « Nous pouvons abandonner », proposa Isabelle. Personne ne jugerait, mais ce fut Gardien lui-même, se remettant avec sa résilience caractéristique et aboyant énergiquement, qui sembla donner la réponse. La famille concourait ensemble, ou ne concourait pas. Lorsque Tonnerre entra dans l'arène, quelque chose de magique se produisit. Le cheval, sentant peut-être l'importance du moment, s'éleva à un niveau de performance qui surprit même Isabelle. Chaque mouvement était exécuté avec précision et grâce, mais plus que cela, avec une joie palpable qui contagiait l'audience. Gardien, positionné stratégiquement là où Tonnerre pouvait le voir, se tenait alerte et fier, comme s'il comprenait son rôle crucial. La dernière épreuve, le grand défi qui définirait les vainqueurs, requérait non seulement l'habileté technique, mais aussi la connexion profonde entre le cheval et le cavalier. Antoine, qui avait passé les derniers mois à apprendre le vrai partenariat avec Tonnerre, guida l'animal non pas avec des commandes autoritaires, mais avec une confiance mutuelle. Chaque saut, chaque changement de direction coulait comme une danse parfaitement chorégraphiée par la vie. Le moment de vérité vint au saut final, le plus haut et le plus difficile. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Antoine pouvait entendre son cœur battre, pouvait sentir Tonnerre rassemblant chaque fibre de force. Et puis, dans un mouvement qui semblait défier la gravité, ils volèrent. L'atterrissage fut parfait. La foule explosa en applaudissements, mais pour Antoine, le seul son qui importait était l'aboiement joyeux de Gardien. Le 8e tournant vint avec l'annonce des résultats. Contre toute attente, Tonnerre et Antoine avaient décroché la première place. Mais la vraie victoire vint après, pendant la cérémonie de remise des prix. Antoine, tenant le trophée, fit quelque chose de sans précédent. Il appela toute son équipe sur le podium. Michel, Isabelle, Sophie, et oui, les 3 chiens. « Ce trophée nous appartient à tous », déclara-t-il. « C'est le symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous choisissons l'amour plutôt que le profit, la famille plutôt que la célébrité. » L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans un moment parfait de triomphe. Mais la vie, comme Antoine l'avait appris, était plus riche que n'importe quelle fin de conte de fées. Dans les semaines suivantes, le domaine des cyprès subit une transformation encore plus profonde. Inspiré par l'histoire de Tonnerre et des chiots, des gens commencèrent à amener des animaux abandonnés, blessés ou rejetés. Ce qui avait commencé comme un incident isolé par une nuit orageuse était en train de devenir un mouvement. Sophie prit la direction du nouveau centre de réhabilitation, apportant son expertise et sa passion pour créer un sanctuaire où les secondes chances étaient la norme, pas l'exception. Antoine, loin de négliger ses affaires, découvrit que sa transformation personnelle avait, paradoxalement, amélioré sa performance entrepreneuriale. Il dirigeait maintenant avec empathie et vision, inspirant la loyauté et le dévouement chez ses employés. Michel, le sage contremaître dont l'acte de compassion cette nuit fatidique avait initié toute l'aventure, devint le mentor officiel des jeunes qui venaient apprendre les soins animaliers au domaine. Sa philosophie simple, selon laquelle tout être vivant mérite dignité et amour, imprégnait chaque aspect du programme éducatif qu'ils développèrent. Le 9e tournant survint 6 mois après le concours. Gardien, défiant tous les pronostics médicaux sur sa condition cardiaque, non seulement survivait mais prospérait. Lors d'un bilan de santé de routine, le vétérinaire spécialiste amené par Sophie resta stupéfait. Le souffle avait diminué significativement. « Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement », admit-il, mais ce chien a une volonté de vivre qui défie la logique médicale. Ce fut aussi pendant cette période qu'Antoine fit une découverte sur sa propre histoire familiale. Fouillant d'anciens documents dans le grenier de la maison principale, il trouva des lettres de son grand-père, un homme qu'il avait à peine connu. Les lettres révélaient que le grand-père avait été un grand défenseur des droits des animaux en son temps, luttant contre les pratiques cruelles et promouvant le traitement éthique. Une lettre en particulier résonna profondément. La vraie mesure d'un homme ne réside pas dans ce qu'il conquiert pour lui-même, mais dans ce qu'il fait pour ceux qui ne peuvent pas rendre. Cette découverte mena Antoine à établir la Fondation Espérance, nommée en l'honneur à la fois du chien de l'histoire de Sophie et du sentiment qui guidait maintenant ses actions.
La fondation non seulement maintenait le sanctuaire au domaine, mais étendait le travail à d'autres régions, créant un réseau de soutien pour les animaux en situation de vulnérabilité. Le travail de la fondation apporta des défis inattendus. Tous n'approuvaient pas la transformation du domaine. Certains voisins se plaignaient de l'augmentation du passage, d'autres questionnaient l'impact sur la valeur des propriétés. Le plus grand défi vint lorsqu'un groupe d'investisseurs, mené par Durand, tenta d'utiliser des failles légales pour forcer la fermeture du sanctuaire. Ce fut une bataille qui mit à l'épreuve la détermination de toutes les personnes impliquées. Le 10e et plus grand tournant survint pendant l'audience judiciaire qui déciderait de l'avenir du sanctuaire. La salle était bondée, divisée entre partisans et opposants. Durand et ses avocats présentèrent des arguments sur le zonage, l'impact économique, les précédents légaux. Il semblait que la logique froide des affaires prévaudrait une fois de plus. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un par un, les bénéficiaires du travail du sanctuaire commencèrent à se lever et à partager leurs histoires. Des enfants qui avaient trouvé consolation et guérison grâce à l'interaction avec les animaux secourus. Des vétérans de guerre gérant un traumatisme qui avaient découvert la paix dans les champs du domaine. Des personnes âgées solitaires qui avaient trouvé un but et une communauté en tant que bénévoles. Chaque histoire était un témoignage du pouvoir transformateur de la compassion. Le moment décisif vint lorsqu'une fillette de 8 ans, Léa, demanda à parler. Elle avait été muette par traumatisme jusqu'à ce qu'elle commence à interagir avec Gardien pendant les visites thérapeutiques. D'une voix claire et forte, elle dit « Gardien m'a appris que même les cœurs brisés peuvent continuer à battre fort. Si vous fermez, cet endroit où d'autres enfants comme moi trouveront-ils leur voie ?» Le juge, visiblement ému, prit une décision sans précédent. Non seulement il autorisa la continuation du sanctuaire, mais il le recommanda comme modèle pour des initiatives similaires. La victoire fut plus que légale. Elle fut morale, prouvant que la transformation initiée par Tonnerre et 3 chiots abandonnés avait créé des vagues de changement qui atteignaient bien au-delà des limites du domaine. La bataille, légale étant gagnée, Antoine et Sophie fixèrent finalement leur mariage. La cérémonie, tenue sous les marronniers en fleurs où tout avait commencé, fut simple mais profondément significative. Tonnerre servit de témoin symbolique, les 3 chiens comme pages. Michel officialisa la cérémonie avec des mots qui capturaient l'essence de toute l'aventure. L'amour ne connaît pas d'espèce, ne respecte pas les probabilités, ne se courbe pas à la logique. L'amour est simplement, et en étant, il transforme tout ce qu'il touche. Gardien, maintenant un chien adulte petit mais déterminé, porta les alliances dans une petite pochette attachée à son collier. Lorsque vint le moment des vœux, Antoine parla avec le cœur. « Sophie, toi et nos improbables professeurs à 4 pattes m'avaient montré que la force ne réside pas dans la construction de murs, mais dans leur démolition. Je promets de continuer à apprendre, à grandir, à aimer, non pas malgré les difficultés, mais à travers elles. » Sophie répondit avec une émotion égale. « Antoine, je t'ai vu renaître, comme le phénix de ces cendres de ton ancienne vie. Je promets de marcher à tes côtés, ni derrière, ni devant, tandis que nous continuons d'écrire cette histoire improbable d'amour et de transformation. Que chaque aube nous trouve plus sages, plus doux, plus connectés à tout ce qui vit. » Le Saint-Étienne, baiser qui scella l'union, fut accompagné d'un chœur particulier. Le hennissement joyeux de Tonnerre, les aboiements enthousiastes des 3 chiens et les applaudissements d'une communauté entière qui avait été témoin et transformée par cette histoire d'amour au-delà des conventions. La vie au domaine des cyprès continua d'évoluer. Le centre de réhabilitation s'agrandit, incluant maintenant des programmes éducatifs, de la thérapie assistée par les animaux et de la recherche sur les liens interspécifiques. Gardien, défiant toutes les attentes médicales, devint le chien thérapeute principal, sa propre histoire de dépassement inspirant d'autres à ne pas abandonner face à des diagnostics sombres. Tonnerre continua de concourir, mais maintenant, les victoires étaient secondaires par rapport au but supérieur. Chaque concours était une opportunité de partager le message selon lequel l'excellence et la compassion n'étaient pas mutuellement exclusives. Isabelle développa une méthode d'entraînement révolutionnaire, basée sur les leçons apprises.
attirant des étudiants du monde entier intéressés par cette approche holistique. Des années passèrent. Le domaine devint un repère, un témoignage vivant que le changement était possible à n'importe quel stade de la vie. Antoine, maintenant aux cheveux gris mais aux yeux qui brillaient d'un but renouvelé, s'asseyait fréquemment sur le même banc où tout avait commencé, observant l'héritage en mouvement autour de lui. Par un après-midi particulier, avec le soleil se couchant en ton doré sur les champs, il fut accompagné d'une visite inattendue. Klaus Zimmermann, l'entraîneur qui était parti avec dédain des années auparavant, apparut humblement au portail. « Je suis venu m'excuser, dit-il simplement, et peut-être apprendre. Je veux aussi changer. » Antoine tendit la main en signe de « bienvenue », car il avait appris que la transformation, comme l'amour, ne connaissait pas de limites. L'histoire de Tonnerre et des trois chiots devint une légende locale, puis nationale, inspirant d'innombrables autres histoires de compassion et de changement. Mais pour ceux qui vivaient au domaine, c'était simplement la vie quotidienne, où chaque aube apportait de nouvelles opportunités de faire la différence. Un animal, une personne, un moment à la fois. Gardien, maintenant âgé mais toujours vibrant, continuait sa veille quotidienne aux côtés de Tonnerre. Les deux avaient vieilli ensemble, leur amitié improbable restant aussi forte que cette première nuit orageuse. Parfois, les matins calmes, on pouvait les voir côte à côte, le grand cheval et le petit chien, observant le lever du soleil, comme de vieux amis qui avaient partagé une vie entière d'aventures. Sophie et Antoine eurent des enfants, 2 garçons et une fille, qui grandirent en comprenant que la famille ne se définissait pas par l'espèce ou le sang, mais par l'amour et l'engagement. Les enfants apprirent la responsabilité en prenant soin des animaux, la compassion en étant témoin des sauvetages et réhabilitations, et la résilience en observant des créatures blessées trouver la force de continuer. La fondation Espérance s'étendit internationalement, portant le modèle du domaine des cyprès aux communautés défavorisées du monde entier. Chaque nouveau centre portait la même philosophie. Tout être vivant mérite une seconde chance, et parfois, en donnant cette chance, c'est nous qui recevons le véritable don de la transformation. L'épilogue de cette histoire est encore en cours d'écriture, parce que tant qu'il y aura des animaux ayant besoin d'aide, des gens ayant besoin de guérison, et des cœurs ayant besoin de connexion, l'héritage d'une nuit orageuse continuera de se propager. Comme les vagues sur un lac après qu'une pierre y soit lancée, chaque acte de compassion crée des cercles de plus en plus grands de changement. Et ainsi, chers spectateurs qui avez suivi cette aventure, je vous laisse avec une question qui résonne à travers le temps et les espèces. À quel moment permettrez-vous à l'amour, dans ses formes les plus inattendues et improbables, de transformer votre propre vie? Quand ouvrirez-vous les portes de votre écurie personnelle pour accueillir l'impossible, l'incommode, le transformateur? La réponse, comme Tonnerre et 3 petits chiots nous l'ont appris, peut changer non seulement votre vie, mais le monde autour de vous. Un geste de compassion à la fois.